Depuis quelque temps, il est cher de constater la présence quasi-permanente du procureur général qui semble s'élargir au-delà des murs du tribunal. Ces interventions, aussi bien sur la scène judiciaire que médiatique, attirent l'attention du public et suscitent de nombreuses interrogations sur son rôle ainsi que sur l'étendue de son pouvoir. Dans cette émission, avec Malik Tambandja, juriste d'affaires, nous aurons les détails sur cet officier judiciaire, son rôle dans les affaires pénales. Il nous aidera à comprendre le domaine d'intervention du procureur général. Mesdames et messieurs, il est 11h à Radio Djena. Bienvenue dans l'heure du droit, l'émission qui vous facilite la compréhension de l'univers juridique. Méchac Niaro au micro, cher invité, bonjour. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Oui, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Pour parler du procureur général. C'est qui le procureur général? D'abord, il faut préciser que le procureur, on parle à la base, le procureur de la République. On parle de procureur, c'est un magistrat avant tout. Et quand on parle de magistrat, on a deux types de magistrats. Le procureur de la République, puisque c'est au premier degré, c'est eux on voit. Le procureur de la République est un magistrat qui relève de la magistrature debout, communément appelé le ministère public ou le parquet. Et donc il est à la tête du ministère public et il est chargé de mettre en mouvement l'action publique quand il est saisi des plaintes et des dénonciations. Alors, chaque fois qu'on parle de procureur général, il y a des termes qui reviennent très souvent et vous en avez justement parlé. Vous avez parlé de saisie, vous avez parlé d'action publique. De quoi s'agit-il? Quand on parle de saisir un procureur ou bien saisir une juridiction, c'est le fait d'ester en justice, de saisir. Saisir, c'est quand on a un intérêt à agir et on saisit le juge pour que le juge ou bien le procureur décide sur le sort de ce qui nous est dû. Ok, d'accord. Alors, quelle est alors l'étendue ou le champ d'intervention du procureur? Le procureur de la République intervient sur le champ pénal. Quand il y a une affaire, tout ce qui relève du code pénal, des infractions, le procureur intervient sur ce champ-là. Je prends un exemple. Quand je suis victime d'un vol, quelqu'un est venu, il a soustrait frauduleusement des biens m'appartenant. Je saisis le procureur, je porte plainte pour vol. D'accord? Et donc, il est le seul, d'accord, à intervenir sur ce champ-là. Donc, qu'il coiffe et avec des subordonnés, on parle il y a des substituts. Après les substituts, on a des officiers de police judiciaire qui l'aident dans ces enquêtes et qui dirigent. D'accord, c'est ça. D'accord. Il y a un élément qui semble flou à ma compréhension. Oui. Vous avez parlé tantôt de saisie, le procureur qui se saisit d'une affaire, et vous avez parlé aussi de porter plainte. Quand est-ce que c'est au procureur de s'auto-saisir d'une affaire et quand est-ce qu'il revient peut-être au citoyen de porter plainte? Il revient au citoyen de porter plainte quand un préjudice leur est causé. Et le citoyen sait que je suis lésé dans mes droits et on a volé un de mes biens, on m'a diffamé, j'ai été attaqué brutalement dans la rue, je porte plainte. Et maintenant, le procureur, lui, il s'auto-saisit quand il est au courant ou bien il a été informé d'une infraction et que personne n'est venu se plaindre. Donc, il peut, dans ce cas-là, s'auto-saisir pour faire droit dans cette situation-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui illustre votre explication? Je prends l'exemple le fait pour le procureur de s'auto-saisir. Il est en circulation ou il est sur les réseaux sociaux. Il constate des faits constitutifs d'infraction au code pénal et il va s'auto-saisir dans cette situation. C'est-à-dire que telle situation ou bien tel fait posé par ces citoyens sont des infractions et donc je dois m'auto-saisir pour pouvoir régler cette situation-là. D'accord. Donc à partir du moment où le procureur, est-ce que c'est une nomination, il est nommé ou il est élu?
c'est après les études, je ne sais pas quelle Ah expression oui, utiliser. il est nommé. Il est nommé. Donc, après la nomination du procureur, s'il se retrouve dans une situation où il constate une infraction, il a la possibilité de lui-même de se saisir de l'affaire. Oui. D'accord. Ok. Alors, quand on parle de procureur, on fait référence aux magistrats. Et on se rend compte qu'il y a aussi bien les magistrats du parquet que ceux assis. Quelle est la différence au niveau du fonctionnement? La différence au niveau du fonctionnement, quand on parle de magistrature debout, là on est au niveau du ministère public, c'est eux, ils demandent, quand il y a infraction, ils demandent l'application des peines, ils plaident, ils défendent les intérêts de la société et l'ordre public. Alors que la magistrature assise ou les juges, on peut avoir les juges, le juge d'instruction. D'accord, le juge d'instruction comme les autres juges, mais ici spécialement on est dans le cadre pénal, on est au niveau du juge d'instruction. Donc le juge d'instruction, il est à la fois un agent d'information et une juridiction d'instruction. Agent d'information dans le sens où il est chargé de mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir réunir les preuves afin c'est-à-dire d'instruire l'affaire. Il réunit les preuves et ces preuves qu'il réunit, il les réunit à charge et à décharge. À charge et à décharge, c'est-à-dire quand il y a un présumé coupable d'une infraction, il essaie de réunir les éléments de preuve, pas seulement les éléments de preuve qui vont rendre coupable la personne, mais des éléments de preuve qui peuvent aussi le dédouaner. Oui. Donc c'est ça, instruire un dossier à charge et à décharge. À décharge. Oui. Et ça, c'est le procureur. Le juge d'instruction. Le juge d'instruction. Oui. Il est différent. Il est différent du procureur. Le juge d'instruction, il est de la magistrature assis, alors que le procureur, il est de la magistrature debout, ou il est du parquet ou du ministère public. C'est lui qui coiffe ce ministère public. D'accord. Alors, s'il est vrai que le procureur de lui-même peut s'auto-saisir d'une affaire, est-ce à dire qu'il peut le faire sans partir sur des critères? Il s'auto-saisit sur... il juge de l'opportunité des poursuites, d'accord? Quand il constate une infraction ou bien des situations constitutives d'infraction, il essaie d'apprécier, d'accord, sur le plan légal comme sur le plan des opportunités. Sur le plan légal, il va chercher à savoir est-ce que cette situation, il y a des éléments qui sont réunis pour qualifier cette situation d'infraction. Est-ce qu'on peut identifier la personne? Est-ce qu'il y a des éléments de preuve suffisamment réunis pour pouvoir parler d'infraction? Est-ce que vous pouvez très rapidement nous rappeler les éléments qui permettent de qualifier une infraction? Les éléments qui permettent de qualifier une infraction, on peut parler d'éléments intentionnels. D'accord, la personne a eu l'intention de commettre l'infraction. L'élément matériel, c'est-à-dire les faits palpables qui ont été commis par la personne. Et après, il y a l'élément légal, c'est-à-dire on dit pas d'infraction sans test, pas de peine sans test. Il faut que l'infraction ou bien le fait commis par la personne soit prévu et puni par une loi pénale. Alors, est-ce que le procureur a le droit d'agir ou de s'auto-saisir d'une affaire qui s'est passée dans un environnement qui n'est pas le sien, dans lequel il n'exerce pas son autorité? Dans une juridiction qui n'est pas le sien. Voilà. Non. Un exemple, peut-être qu'il y a un procureur à Lomé, lors d'un voyage peut-être au nord, il constate une infraction. Est-ce qu'il a la possibilité de s'auto-saisir de cette affaire? Donc, on parle de compétences, ils ont des compétences, d'accord. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Lomé, a une compétence territoriale. Et donc, il n'a de compétences que sur ce territoire-là. Et il peut s'auto-saisir sur ce territoire. Maintenant, quand il arrive pour lui de constater des éléments d'infraction en dehors de son territoire, il peut, par l'intermédiaire de son collègue du territoire sur lequel il est, communiquer à ce procureur-là afin que celui-ci puisse s'auto-saisir. Donc, voilà. D'accord, c'est noté. Donc, en dehors de la qualification de l'infraction, de la constatation effective de l'infraction, il y a d'autres éléments tels que le territoire qui
permettent, qui encadrent l'intervention du procureur. Oui. Avant de continuer sur cette logique, vous avez parlé tantôt de procureur de la République et j'entends également parler de procureur général. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux entités? Oui, il y a une différence. Il faut savoir qu'il y a des degrés de juridiction. Il y a une juridiction de première instance. Après, en termes simples, on parle de tribunal. Après le tribunal, il y a la cour d'appel. Après la cour d'appel, il y a la cour de cassation. Actuellement, on appelle ça la cour de cassation. Avant, c'était la cour suprême, maintenant, la cour de cassation. Maintenant, au niveau des tribunaux, on a des procureurs de la République. Donc, c'est le premier degré. Quand il y a une affaire, c'est toujours là-bas que les justiciables s'adressent. D'accord? Là, on parle de procureur de la République. Maintenant, au niveau de la cour d'appel, on parle de procureur général. De même, au niveau de la cour de cassation, où on parle de procureur général et des avocats généraux. Voilà. Et en quoi consiste le rôle de ces différents procureurs? Ils jouent les mêmes rôles. Par exemple, quand on parle de premier degré de juridiction, il y a, par exemple, il y a un citoyen qui porte plainte. L'affaire est connue par le procureur de la République. Ils essaient d'instruire. Quand avec le juge d'instruction, il y a instruction, l'affaire est passée en jugement et il y a condamnation ou non. Une personne ou bien une partie peut décider de faire appel. Et quand on fait appel, on va au niveau de la cour d'appel où le procureur général a compétence à se saisir de l'affaire. Donc c'est là-bas que le procureur général intervient. Oui. Donc c'est plus une question de juridiction. Oui. Sinon ce sont les mêmes. Alors vous avez parlé de saisie et de porter plainte. Est-ce qu'un individu, un citoyen peut directement saisir le procureur, que ça soit le procureur de la République ou le procureur général, avant de passer par le commissariat pour porter plainte? Oui. L'individu, il a le choix, d'accord, soit d'aller au commissariat ou soit d'aller devant le procureur de la République. Il porte plainte, c'est-à-dire au niveau des commissariats, on parle souvent de convocation. Il vient, il se plaint d'une situation, on lui délivre une communication qu'il va donner à la personne en cause. Maintenant, quand lui-même, il sait que ce pourquoi il a été, ou bien l'infraction dont il a été victime est une infraction et que dans cette situation-là, il faut saisir le procureur, il faut porter plainte. Alors, il porte directement plainte sans passer par le commissariat. Et est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour pouvoir se rendre ou saisir le procureur général? Il suffit juste de porter plainte. Soit vous rédigez une plainte par vous-même, ou soit vous avez un avocat qui rédige une plainte. Et dans cette plainte-là, il y a des éléments, c'est-à-dire ce pourquoi vous portez plainte, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous avez été victime de vol, de violence ou n'importe quelle situation qu'on peut qualifier ou bien qui est constitutive d'infraction. Et donc, vous rédigez votre plainte avec ces éléments-là et vous saisissez le procureur de la République. Très bien, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena. Vous écoutez actuellement l'émission L'heure du droit. Nous parlons du rôle du procureur. Nous sommes avec Malik, juriste d'affaires. Oui. Et voilà. Alors, dites-nous, est-ce que de manière spécifique, il y a des affaires, je dirais des infractions, qui de par leur nature nécessitent qu'on appelle ou que le procureur général intervienne spécialement? La question n'est pas claire. Oui, c'est-à-dire que, selon vos explications, on a la possibilité de porter plainte au commissariat, notamment les cas de convocation. On a également la possibilité d'aller directement vers le procureur général ou le procureur de la République. Alors, ma question est de savoir si il existe des affaires, des infractions qui, de par leur nature, nécessitent seulement l'intervention ou l'autosaisie du procureur. Et bon, il y a des affaires qui relèvent du code pénal. On parle quand il s'agit de contravention, la personne peut saisir le commissariat, d'accord, peut saisir le commissariat comme il peut saisir le procureur. Mais quand au niveau des délits, quand on parle de délits et des crimes, la personne porte plainte
au niveau du procureur de la République afin que celui-ci puisse régler l'affaire. On a l'impression, quand on parle de procureur, on a l'impression que c'est juste un acteur d'accusation. Est-ce que c'est le cas? Pas forcément. Le procureur n'est pas forcément un acteur d'accusation. Pourquoi? Parce que généralement, c'est comme ça qu'il est vu. Il est vu comme étant cette personne-là qui requiert qu'on applique des peines. Mais concrètement, le procureur, il est aussi un acteur qui est dans la recherche de la vérité. Supposons qu'une personne est accusée de vol et le procureur se saisit de l'affaire, ou bien les officiers de police judiciaire se saisissent de l'affaire sous la direction du procureur de la République. Le procureur va instruire, c'est-à-dire va diriger l'enquête préliminaire afin qu'on puisse découvrir la vérité. Est-ce qu'il y a des éléments constitutifs, ou bien est-ce qu'il y a des preuves qui sont réunies pour qu'on puisse dire que cette personne-là est voleur ou pas? Et si dans cette enquête préliminaire-là, il n'y a pas d'éléments palpables, il n'y a pas des éléments de preuve sur lesquels on puisse se baser pour dire que cette personne est coupable de vol, alors le procureur peut déclarer cette personne-là, ou peut dire qu'il n'y a pas lieu de l'inculper pour vol ou de le poursuivre. D'accord? Parce qu'on dit, pour poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait la réunion des éléments constitutifs de l'infraction. Et quand ces éléments ne sont pas réunis, le procureur ne peut pas aller continuer l'affaire. Il déclare la personne inculpée non coupable. Voilà, il dit qu'il n'y a pas lieu de le poursuivre. Est-ce que c'est justement dans ce cas qu'on parle d'affaires sans suite? Oui, classement sans suite, des classements sans suite ou des non-lieux. Des non-lieux, d'accord. Et maintenant, si jamais des preuves sont réunies et que la personne est effectivement coupable, qu'est-ce que le procureur fait? Est-ce que son intervention se limite là-bas ou il continue par agir? Si oui, qu'est-ce qu'il fait? Si la personne est déclarée... Elle est déclarée coupable après les enquêtes. Oui, bon, la personne n'est pas forcément déclarée coupable après les enquêtes. Parce que même s'il y a des éléments qui gravitent autour, qui disent que la personne est présumée coupable, on dit il y a la présomption d'innocence, la personne est présumée coupable jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation qui dise que la personne est effectivement coupable. Et donc, quand il y a ces éléments-là qui sont réunis, le procureur de la République essaie d'envoyer l'affaire devant le juge d'instruction, qui essaie aussi, de son côté, d'instruire l'affaire, à des charges toujours, pour essayer de voir est-ce que les éléments-là sont effectivement réunis pour pouvoir continuer à instruire l'affaire ou à poursuivre la personne devant une juridiction de jugement. Et c'est là qu'on amène l'affaire devant la juridiction de jugement. Et c'est là que le procureur, c'est là qu'il plaide. Il plaide et requiert, si selon lui les éléments sont constitués ou bien il y a des éléments qui sont réunis pour pouvoir déclarer la personne coupable, il plaide, il défend selon lui l'intérêt de la société et demande à ce que les peines soient appliquées et que la personne soit condamnée. Et c'est là le juge intervient pour rendre sa décision. D'accord, donc techniquement on pourrait dire que le rôle du procureur s'arrête au moment où l'enquête est bâclée. Au moment où l'enquête est bâclée... Du moins l'enquête qui permet de réunir les éléments constitutifs. Oui, si l'enquête est arrivée à son terme, il y a la phase de jugement. Et là-bas aussi, le procureur de la République intervient où il plaide. Il plaide pour que la personne, si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, il plaide, il demande et requiert l'application de la sanction pénale à l'encontre de la personne. Ah, il devient carrément un avocat. Je l'ai dit auparavant, il défend les intérêts de la société et de l'ordre public. Et donc, il est le représentant, il défend la société, il défend les personnes victimes d'infractions. Donc, il est appelé, il est en quelque sorte un avocat et il est parti, non seulement avocat, il est parti au procès pénal. Au procès pénal. Alors, est-ce que le procureur peut refuser, de par ses convictions, de se saisir d'une infraction? Oui, ça peut arriver. Là, on parle de l'opportunité des poursuites. Il essaie d'apprécier, d'accord, selon d'apprécier une appréciation à la fois légale et opportuniste. Je pense l'avoir déjà dit. L'appréciation légale, il essaie de voir est-ce que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Est-ce que la personne est effectivement identifiée? Est-ce qu'il y a des éléments de preuve qui
sur lesquels on peut se baser pour déclarer cette personne-là coupable. Est-ce que ces éléments sont réunis? De l'autre côté, au niveau de l'appréciation opportuniste, il essaie de voir la personne, quelle est sa situation. Est-ce que cette personne-là, il a un casier? Dans quelles sont les circonstances qui gravitent autour de la commission de l'infraction? Est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes ou est-ce que, par exemple, c'est un crime passionnel? Est-ce que il se pose tant de questions pour pouvoir apprécier. Est-ce que la société a un intérêt à ce que cette personne-là soit condamnée? Est-ce que la société est effectivement lésée pour pouvoir demander ou bien demander à ce que la personne soit condamnée? Donc c'est autour de ces éléments-là que le procureur essaie de tourner afin de décider s'il continue la poursuite ou il s'arrête. Alors parlons toujours de l'intervention du procureur général. On se rend compte depuis l'avènement des réseaux sociaux que de plus en plus de personnes interpellent le ou les procureurs généraux d'un État dans des situations. Est-ce que dans ce cas, le procureur a l'obligation de répondre, d'intervenir ou il peut refuser? Est-ce que le procureur a l'obligation d'intervenir, c'est-à-dire en réponse? En réponse, oui, à l'interpellation. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'intervenir. Mais on constate ces derniers temps que les procureurs, ils interviennent sur les médias pour informer, non seulement pour informer, pour clarifier. Est-ce que cela fait partie de leur rôle régalien? Leur rôle régalien, c'est de défendre la société. Et on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, quand on publie les lois dans les journaux officiels, c'est pas sûr que c'est tout le monde qui a connaissance de ces lois-là. Mais c'est pas directement dans leur rôle régalien, mais les procureurs peuvent intervenir sur les médias pour communiquer sur leurs activités, pour mieux informer, lutter contre la désinformation. Si, par exemple, il y a une affaire en cours et que l'opinion publique ou bien sur les médias, les citoyens se donnent une opinion qui est autre que ce qui est réellement, le procureur peut prendre la parole et clarifier les choses, communiquer sur le déroulé d'une procédure. Alors parlons toujours de cette intervention du procureur. Est-ce que le procureur intervient sur les médias ou sur les réseaux sociaux en son nom propre, en sa casquette de procureur, ou c'est au nom de la loi, je dirais de l'organe judiciaire qu'il le fait? S'il intervient en son nom propre ou au nom de... Quand je parle de nom propre, c'est sa casquette de procureur. Est-ce qu'il agit en tant que procureur ou il agit au nom de l'organe judiciaire tout entier? Oui, bon, je l'avais précisé que le procureur, il est à la tête du ministère public. Et quand il intervient sur les médias, c'est tout le ministère public qui intervient, qui essaie de clarifier des situations. Ministère public, le gouvernement ou l'organe judiciaire? Non, le ministère public, c'est le parquet. D'accord. C'est c'est-à-dire la magistrature debout. Ok, je pense que c'est beaucoup plus clair. Oui. Et maintenant, je voudrais revenir un peu sur ce dont on a parlé, des enquêtes, du fait de plaider. Lorsque le procureur est emmené à instruire une enquête, c'est l'expression? Le procureur, oui. Il instruit. Il y a le juge d'instruction même qui instruit, mais le procureur, il est chargé de faire des enquêtes préliminaires avec les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire une équipe qu'il dirige. D'accord. Voilà. Alors, après avoir fait les enquêtes, s'il arrive la phase de plaider, est-ce que, puisqu'il agit techniquement comme un avocat, est-ce que c'est à titre gratuit ou les personnes dont il va prendre la défense seront menées à verser une rémunération? Non, le ministère public ou bien le procureur général n'est pas rémunéré pour le fait pour lui de plaider devant ou bien de défendre la société. Il n'est pas payé pour ça. D'accord? Mais il est payé en tant que, c'est-à-dire, il reçoit un salaire à la fin du mois en tant que procureur de la République et dans ses attributions, il est, d'accord? Il est la personne qui est chargée du ministère public, qui est à la tête et qui défend la société. Et donc, quand il arrive qu'une personne est victime d'une infraction et qu'il doit passer par la procédure d'enquête, renvoie le dossier au niveau du juge d'instruction, le dossier revient, on va devant la juridiction, il plaide, il demande et il requiert à ce que une peine soit appliquée. Il n'est pas payé par le citoyen. Il est payé par l'État. Il est payé par l'État. Disons que l'État, c'est nous, les citoyens.
Donc on est payé, c'est-à-dire le procureur, il est payé indirectement par l'État. Quand on dit l'État, c'est moi. Et donc on contribue, c'est-à-dire par les impôts et tout. C'est-à-dire, je sais pas comment dire, on contribue, les contributions, les taxes et autres. C'est grâce à ces trucs qu'il est payé à la fin du mois. Et non, il n'est pas payé parce qu'il a défendu une personne victime d'une infraction. Ce n'est pas une prestation de service. C'est pas une prestation. D'accord. C'est dans cette attribution, en fait. Très intéressant. Alors, si on va dans ce sens, est-ce qu'un citoyen peut demander de manière exceptionnelle à un procureur de le représenter pour défendre ses intérêts lors d'un procès? Il s'agit de quel procès? Je ne sais pas, à vous de me dire. D'accord. Dans quel cas? Dans un procès pénal, il suffit juste pour le citoyen de porter plainte. Et quand il porte plainte, le procureur juge de l'opportunité de la poursuite. Et quand il juge qu'il va poursuivre, tout contenu. Donc, si je comprends bien, c'est la personne qui porte plainte qui jouit de cet avantage-là, qui peut bénéficier de la défense ou de la représentation de ses intérêts par le procureur. Si c'est la personne qui porte plainte, j'ai reformulé la question, s'il vous plaît. Ok, d'accord, je disais tantôt. Est-ce que ça veut dire que c'est la personne qui porte plainte qui peut bénéficier de la défense du procureur? Oui, quand la personne porte plainte, c'est-à-dire le procureur, il a la plainte devant lui, il se saisit de l'affaire. D'accord? Et pour lui, il y a une infraction qui est causée. D'accord? Il y a une infraction qui est commise, pardon. Il se saisit de l'affaire et il défend la société. C'est-à-dire, la personne qui est venue est considérée comme la société. Et quand on l'a volée, c'est une offense à la société. Donc, lui, il se saisit de l'affaire en tant que procureur et il défend la société. Alors, il faut préciser que la personne qui porte plainte, je l'avais dit, vous pouvez personnellement porter plainte ou bien grâce à un avocat. L'avocat, il porte plainte à votre place. L'avocat vous défend. L'avocat vous défend personnellement et le procureur défend le dossier en tant que représentant de la société. Ok. Vous comprenez? D'accord. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Je posais la question pour savoir si le défendeur, peut-être la personne accusée, avait la possibilité, elle aussi, de demander d'être défendue ou d'être représentée par le procureur. Il ne peut être défendu par le procureur, puisque c'est lui plutôt qui a porté préjudice à la société. Il a volé la société et le procureur, lui, il est là pour défendre la société. Donc, je ne peux pas défendre la société. Quelqu'un vient voler la société et je vais défendre le voleur de la société. Je comprends. Oui. Mais si on part du principe de la présomption d'innocence, oui, je pense que ça peut faire sens. Oui, quand on parle de principe de présomption d'innocence, c'est qu'on ne déclare pas la personne, c'est-à-dire on ne considère pas la personne coupable jusqu'à ce que la personne soit déclarée effectivement coupable. Et donc, la personne qui est volée, il bénéficie aussi d'une défense, soit il prend lui-même un avocat, soit il y a un avocat qui lui est commis d'office. Mais le procureur, en tant que défenseur de la société, ne peut pas défendre une personne qui a commis une infraction à l'encontre de la société. C'est clair maintenant. Voilà. Alors, si on revient à la question de la présence du procureur sur les médias et sur les réseaux sociaux, dites-nous, est-ce que la pression ou la réaction des citoyens, notamment sur les plateformes numériques, peut influencer ou faire pression sur le traitement d'une affaire? En principe, non. En principe, non. Le traitement d'une affaire par le procureur de la République doit être basé sur le droit et non sur les opinions ou sur les pressions médiatiques. Et donc, le procureur qui agit avec lucidité, peu importe ce qui se passe sur les réseaux, lui, il agit selon le droit, ce que le droit dit. Est-ce que quand il y a une infraction qui est commise, une affaire, et l'affaire est tellement médiatisée, lui, il se concentre sur les éléments de fait et de droit qui sont devant lui. Il essaie de voir est-ce que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, est-ce qu'il y a les preuves, est-ce que la personne est identifiée. Et c'est sur cette base-là seulement qu'il doit, c'est-à-dire agir. Mais on peut dire aussi que la pression médiatique peut avoir son effet. Mais quand le procureur n'est pas vraiment lucide, n'est pas concentré sur le droit et les faits devant lui, il peut être influencé par les médias et les opinions. Et donc, c'est ce qui n'est pas bien. Donc, il faut nécessairement que les procureurs se concentrent sur les éléments de fait et
les éléments de droit qui sont devant eux. Et je pense que c'est ce qu'ils font d'habitude. Alors, parlons des enquêtes. Est-ce que le procureur a le droit, est-ce qu'il lui est reconnu de chercher les preuves sur les réseaux sociaux, de se baser sur l'engouement, peut-être les réactions médiatiques qui peuvent servir de preuve? Je dirais ça comme ça. Oui, la preuve, elle se fait par tout moyen. D'accord? Elle se fait par tout moyen. Donc, le procureur peut, sur les médias sociaux, il se demande, est-ce que tel fait, d'accord, le fait pour quelqu'un d'insulter ou bien de diffamer, le fait pour quelqu'un de porter atteinte à autrui ou de porter atteinte aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux, est-ce que ces faits-là sont constitutifs d'une infraction? Si oui, le procureur poursuit. Donc, les réseaux sociaux, c'est un moyen de rechercher des preuves. Voilà. C'est également le moyen de pouvoir trouver des infractions. Oui, on peut trouver. Il y a des infractions sur les réseaux sociaux qu'on peut trouver. Il y a les infractions sur le numérique. Il y a le numérique qui est là actuellement. Tout est digitalisé. Et donc, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie, dans le numérique, il y a des infractions qui sont commises. Il y a le code du numérique qui est là, qui comporte c'est-à-dire des tests ou bien des articles qui portent sur des infractions. Voilà. Alors, on n'est pas sans savoir que les plateformes numériques sont des espaces de communication, d'expression. Quelles sont les limites de l'intervention du procureur sur ces plateformes où la liberté d'expression est censée régner? Il y a liberté d'expression et c'est limite. On est libre de s'exprimer, mais on n'est pas libre d'aller c'est-à-dire au-delà de la limite de la liberté d'expression. C'est pas parce qu'on est libre de s'exprimer qu'on doit diffamer. Et s'il y a des débats, il faut que les débats soient des débats d'idées et non des débats d'injures qui vont jusqu'à aller dans les infractions. Injurer quelqu'un ou diffamer quelqu'un, ce sont des infractions. Donc, quand il y a des débats où le citoyen est préoccupé par quelque chose, on se concentre sur les débats d'idées, d'accord, seulement des débats d'idées et ne pas diffamer. Et donc, quand on va au-delà de la limite et on va dans la diffamation, on est dans l'infraction. Et le procureur peut s'auto-saisir ou si la personne diffamée porte plainte, le procureur se saisit de l'affaire. Je pense que c'est également l'occasion de parler de cette question de diffamation parce qu'on l'entend de plus en plus. Quels sont les éléments qui permettent de qualifier des propos, des interventions de diffamation? Quand on parle de diffamation, la personne donne des propos, c'est-à-dire je diffame, quand on me dit que je diffame quelqu'un, je prononce des propos à l'endroit de quelqu'un qui ne sont pas vrais. D'accord? En termes simples. Par exemple, vous êtes une autorité de la République. Je dis que vous avez blanchi de l'argent, 400 millions, ou je ne sais pas trop. Je dis des choses qui ne sont pas vraies sur vous. Je vous ai diffamé. Très simplement. Et donc, ça peut... c'est un risque pour... C'est une infraction. C'est une infraction. Voilà. Et si c'est appuyé de sources? De sources comment? Des sources qui prouvent que ce qui est dit est vrai. Oui, si c'est vrai, il n'y a pas de diffamation. C'est quand c'est pas vrai qu'il y a diffamation. Et il faut forcément ouvrir une enquête pour savoir si c'est vrai ou pas. Oui, il faut forcément ouvrir une enquête pour voir est-ce que ce que la personne a dit, est-ce que c'est vérifié ou pas. Et si c'est vérifié, s'il y a des preuves, il n'y a pas de diffamation. Ok. Alors, dans le cas particulier de la diffamation, est-ce que la personne qui tient les propos jouit également du principe de la présomption d'innocence? Oui, le principe de la présomption d'innocence, ça se retrouve dans toute situation. Une fois que la personne est présumée, d'accord, c'est-à-dire on soupçonne la personne d'une infraction, il bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Ce n'est que quand il sera condamné qu'on peut le déclarer coupable. D'accord. Oui. Est-ce que le principe de la liberté, autant pour moi de la présomption d'innocence, veut dire que la personne ne doit pas être déférée ou faire l'objet d'une détention provisoire? Non. Pour les besoins de l'enquête, on peut détenir la personne même s'il est présumé innocent. On détient la personne pour éviter peut-être, on se dit que peut-être si on le laisse en liberté, la personne peut échapper.
d'accord, peut s'échapper ou on serait dans la possibilité de le retrouver par après. Mais pour les besoins de l'enquête, on le détient et on poursuit les enquêtes jusqu'à ce que on réunit tous les éléments de preuve afin de passer en jugement. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que vous pensez, en tant que juriste, que la présence médiatique du procureur est une nécessité aujourd'hui? Oui, la présence médiatique du procureur, je pense que c'est une nécessité. Et imaginez, vous réclamez des choses, c'est-à-dire il y a des infractions qui sont commises, il y a des meurtres, il y a des violences et tout dans la ville. Les gens en parlent sur les réseaux, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de communiqué. Il n'y a pas d'intervention, le procureur ne dit rien sur l'affaire. Il n'y a pas de communiqué, pas d'intervention sur les médias. Je pense que la société ne va pas bien le prendre. Mais je pense que l'intervention du procureur sur les médias, sur les médias, c'est une nécessité. Ça permet de rassurer le peuple. Ça permet d'éviter, par exemple, qu'on ne qualifie pas de façon abusive une situation qui ne doit pas être qualifiée d'infraction. Qu'on ne rentre pas dans les dérives ou pour lutter contre la désinformation. Il peut y avoir une affaire qui est en cours d'instruction et que tout le monde donne son opinion sur l'affaire. Que c'est un crime, c'est un délit et tout, mais le procureur il précise ce que c'est exactement. Donc je pense que c'est une nécessité pour le procureur d'intervenir et de façon d'avoir une communication maîtrisée. Une communication maîtrisée qui se repose sur le droit et rien que le droit. Avec un langage accessible à tous. Accessible à tous, surtout. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que très rapidement, vous pouvez revenir sur le rôle ainsi que le champ d'intervention du procureur? Sur le rôle du procureur, je l'ai dit, c'est le procureur de la République. Il est là pour défendre la société. Et pour ce faire, quand il reçoit des plaintes et des dénonciations, il met en mouvement l'action publique afin de mener des enquêtes avec son équipe d'officiers de police judiciaire. Et son champ d'intervention, c'est le champ pénal. Et il a une compétence territoriale, un territoire sur lequel il a compétence à exercer. Merci. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Merci. Est-ce que vous avez un mot avant qu'on ne clôture cette émission? Un mot, je tiens juste à vous remercier pour votre invitation. Et peut-être à la prochaine sur d'autres thèmes. Oui. À la prochaine sur d'autres thèmes. Je rappelle aux auditeurs que nous avons abordé un sujet de droit pénal. Nous avons mis la lumière sur le procureur général, le procureur de la République. En tout cas, on a parlé du procureur de manière générale. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour aborder un autre sujet de droit dans l'émission L'heure du droit, l'émission qui vous facilite la compréhension de l'univers juridique. À très vite. Au revoir.